Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose maintenant d'aborder l'étude du mouvement d'un pendule dans un référentiel accéléré, qui est un camion prenant un virage à vitesse constante et à rayon constant. Alors, jusqu'à maintenant, ou peut-être là, peut-être sur la vous êtes en train, sûrement si vous voyez cette vidéo, vous avez commencé à aborder le chapitre sur le référentiel accéléré, c'est bien. Maintenant, vous pouvez voir en fait que nous pouvons étudier le mouvement d'objets dans des référentiels qui sont accélérés, donc qui ne sont pas en mouvement rectiligne uniforme ou au repos par rapport à un référentiel absolu d'inertie, je ne sais où, constitué d'étoiles fixes. Enfin, un peu dur d'en trouver un, mais on va supposer qu'il y en a un qui existe, un repère absolu fait d'étoiles lointaines, etc. Et tout référentiel est en mouvement rectiligne uniforme par rapport ou au repos par rapport à ce type de référentiel est un référentiel d'inertie, dans lequel les lois de Newton sont vérifiées, première, deuxième. La troisième est toujours vérifiée. Principe d'action-réaction. Mais si vous êtes dans un référentiel accéléré et que vous étudiez le mouvement d'objets, ils vont subir des déviations de trajectoire qui supposeraient l'action de force extérieure, mais vous n'en observez pas. C'est-à-dire quand vous faites le bilan des forces extérieures agissant sur votre système, elles ne sont pas censées décrire le mouvement que votre système est en train de suivre dans le référentiel accéléré. Et c'est justement parce que votre référentiel n'est pas en mouvement rectiligne uniforme ou parce qu'il n'est pas immobile par rapport à un référentiel absolu, que vous voyez ce genre de déviation de trajectoire, des forces d'inertie semblent agir. Pensez à lorsque vous êtes dans la voiture et elle prend un virage, vous êtes projeté à droite ou à gauche, dépendamment du sens du virage. Pensez au tir de projectiles sur la Terre qui tourne sur elle-même. On verra ça aussi, la dynamique terrestre, parce que la Terre est un référentiel relatif, un référentiel accéléré. J'utiliserai les termes accéléré et relatif de façon interchangeable. Voilà. Et donc oui, pensez aussi, je sais pas, vous jouez une partie d'échecs dans un train, puis le train se met à tourner, vos pièces commencent à bouger pour aucune raison, parce qu'elles sont simplement soumises à leur poids et à la réaction normale du support. Donc oui, un mouvement étudié dans un référentiel accéléré, vous ne pouvez pas directement appliquer les lois, vous ne pouvez pas appliquer la deuxième loi de Newton directement dans le référentiel accéléré, en prenant l'accélération en prenant comment dire, en prenant l'accélération par rapport au référentiel relatif, d'accord? L'accélération par rapport au référentiel absolu, oui, répond toujours à la deuxième loi de Newton. Et nous allons voir justement comment nous en sortir. Alors, autre chose. Pourquoi étudier un mouvement en fait? Pourquoi se casser la tête à aller dans un référentiel relatif pour étudier un mouvement? Peut-être parce qu'on n'a pas le choix. Pensons à la Terre. C'est un peu dur de partir ailleurs pour étudier le mouvement de système. Ensuite, pensez au fait que ça peut être plus simple en réalité d'étudier le mouvement dans le référentiel relatif. Voilà, ici vous avez votre camion qui prend le virage, vous avez un pendule dans le camion. Si vous ne considérez pas le camion et que vous partez directement depuis le sol, le référentiel absolu, le mouvement du pendule est assez complexe parce que non seulement il oscille dans un plan, la section du camion, et ce plan est en train de tourner autour d'un axe au E3, d'un angle θ. Donc vous ne pouvez pas vraiment placer un repère cylindrique depuis le référentiel absolu sur lequel vous avez fixé un repère cartésien O, E1, E2, E3. Et vous ne pouvez pas non plus utiliser un sphérique. Est-ce que vous pourriez? Ma foi, non, parce que vous auriez un peu de mal à définir. Vous avez votre pendule qui est en train d'osciller par rapport à ce point-là. Et si vous placiez un sphérique, ouais, ça resterait un mouvement. Vous pourriez, mais ça, est-ce que c'est possible même? Laissez-moi réfléchir. Ma foi, peut-être, mais ça resterait un mouvement assez complexe, puis vous aurez des équations très couplées. Donc vous aurez du mal à décrire votre mouvement final. Parce que votre repère sphérique, par exemple, vos forces qui agissent, là, votre repère sphérique qui serait orienté, donc vous placerez un point là-bas, l'expression de vos forces serait assez dure, puis vous obtiendrez des équations couplées. Ou beaucoup de mêmes termes apparaissent d'une équation à l'autre, puis pour décrire votre mouvement, vous ne pourrez pas vraiment comprendre ce qui se passe. On va dire que ce serait un des arguments que j'avancerai. Voilà, bon, sur ce, assez parlé, commençons le problème. Donc vous avez un pendule de masse m et de longueur l. Votre camion, c'est le référentiel relatif, aussi, donc accéléré. Pourquoi il est accéléré? Pourquoi il est relatif? Parce qu'il prend un virage. Et qui dit prendre un virage dit accélération centripète. Sinon, sa vitesse, sa norme est constante. Donc, l'angle que balaye le camion ici, l'angle θ, qui va définir sa vitesse angulaire dans le référentiel absolu, va être constante. Pourquoi? Parce que le rayon aussi est constant. Vous voyez que je prends le rayon à peu près au milieu du camion, c'est le rayon qui aussi positionne le point A ici. Donc, les repères, maintenant je vais venir, donc le référentiel absolu, c'est le terrestre, ici, qu'on considère comme absolu. Le référentiel relatif, ça va être le camion.
Le repère qui est fixé au référentiel terrestre absolu, c'est le repère O, E1, E2, E3. Cartésien fixe. Tandis que les repères liés au camion sont le repère cartésien qui est fixé au référentiel relatif, A, Y1, Y2, Y3. Donc vous voyez qu'Y3, il vient, en fait, il est orthogonal à la face arrière du camion. Donc on suppose que le pendule, il est sur l'arrière du camion et il est astreint à se déplacer dans le plan arrière du camion. Donc Y1, Y2 dans le plan de la face arrière du camion, Y3 qui est orthogonal à cette face. Donc les repères, on a celui-ci, donc A, Y1, Y2, Y3, que je vais mettre en rouge pour qu'on se souvienne bien que c'est celui qui est lié au référentiel relatif. Il est cartésien aussi, il est fixe. Maintenant, vous placez un repère mobile, cylindrique, sur votre masse. Donc comme vous feriez d'habitude, en fait. Parce que les problèmes qu'on traite d'habitude, avec le pendule, en fait, on aurait juste ce problème-là, n'est-ce pas? Puis là, maintenant, on dit, bah, en fait, votre pendule que vous analysez, il est dans un camion. Donc là, le repère qui est fixé à notre pendule, qui est repéré par P, que je vais mettre maintenant. P, euro, E phi EZ. Voilà les vecteurs unitaires qui sont associés à votre repère cylindrique. Donc il est cylindrique et il est mobile. Maintenant, rappelez-vous, par rapport à quoi vous définissez votre repère, enfin, par rapport à quel référentiel vous êtes en train de définir ces repères. Là, ces repères-là, le repère cylindrique est défini par rapport donc au repère cartésien qui est fixé au référentiel relatif, d'accord? Donc, lorsque vous irez chercher les coordonnées cylindriques, vous trouverez l'accélération et la vitesse, quoi, relative ou absolue? Relative, on s'en souviendra. Le système, c'est le pendule de masse M. Le système, c'est pas le camion. On n'étudie pas le mouvement du camion. Le camion est le référentiel relatif. On connaît sa vitesse angulaire qui va être importante. Mais notre système, c'est le pendule de masse M. D'accord? Maintenant, j'ai écrit la vitesse angulaire du référentiel relatif par rapport au référentiel absolu. Ça, c'est important parce que ça va intervenir dans les équations qu'on va utiliser pour trouver les équations du mouvement. Donc, notamment, la formule sur l'accélération absolue et relative de point P. On note grand oméga. Donc ça, ce grand oméga, c'est bien la vitesse angulaire que le camion a, donc le référentiel relatif a, par rapport au référentiel absolu. Et on voit qu'il balaye simplement à l'angle θ, donc son plan de rotation est dans le plan OE1, E2. Donc la vitesse angulaire sera définie par θ point, on l'a dit, c'est constant. Donc on va avoir θ point, et si c'est orthogonal au plan E1, E2, ça va simplement être selon E3. On se rappellera que θ point est une pseudo-norme positive si la rotation est trigonométrique dans le plan, négative si elle est horaire dans le plan. Voilà, maintenant le modèle des forces. Je ne les ai pas représentés ici pour ne pas surcharger le dessin, mais on a le poids, on a la tension du câble comme d'habitude, et s'il vous plaît, souvenez-vous qu'il y a une force d'astreinte en EFI, en EZ, en EZ, qui vient, en fait, qui maintient le pendule dans son plan d'oscillation, d'accord, qui est la face arrière du camion. Sans ça, si le camion là il est en train de tourner, il y a il y a des chances qu'il se décolle de ce plan, d'accord? Même pas des chances, ça va être le cas. Donc on a aussi une force d'astreinte. Donc premièrement, mg, qui va être égal à, eh bien on va l'exprimer, comme on se rappelle, ça va être là. Et ici, si on a un angle phi, on retrouve l'angle phi ici, on l'a souvent fait. Donc on va obtenir mg fois cos phi euro. Donc on va exprimer dans le repère cylindrique, parce que c'est dans celui-ci qu'on va travailler au final. Si on l'a placé, ça sert à quelque chose. Donc on va travailler là-dedans. Donc les forces seront projetées dans le repère cylindrique. Moins sin phi, e phi. La tension du câble, elle, va être donnée par T, mais on a moins T euro, parce que ça remonte le long du câble de longueur L. Enfin, la force d'astreinte, je ne la connais pas plus que ça, je vais simplement la nommer N, est égale à N, EZ. Voilà, c'est selon EZ, ça permet de maintenir le pendule dans le plan arrière du camion. Donc voilà, là on pose le problème, on démarre. Maintenant, attaquons la suite. Déjà, vous voyez une grosse formule, je vais en parler tout de suite, mais ce qu'on va faire, c'est un peu de trigo. Là, j'ai placé le repère cylindrique par rapport au repère cartésien qui est fixé au référentiel relatif. Parce que je vais avoir en fait besoin de tout rabattre dans le repère cylindrique, donc je vais donner le lien entre Y, les vecteurs unitaires Y et ceux du repère cylindrique. Donc Y1, on voit qu'il touche avec un angle phi euro, donc il va prendre un plus cos phi euro, mais donc voilà, il fait plus cos phi euro, mais on va faire du
oui, voilà. Donc là, je suis en train de projeter, voilà, comme ça. On fait du plus cos phi euro, mais on fait du moins sin phi e phi pour arriver à y1. Alors, cos phi euro moins sin phi e phi. Ensuite, maintenant, on veut justement, c'est y2 qu'on veut projeter dans le repère. Y2 fait un angle phi avec e phi. Du coup, il va prendre un cos. Donc, on va avoir cos e phi, qui va être en plus sin phi euro. Donc, cos phi, pardon, e phi. Je vais le placer après, d'abord le euro. Donc, sin phi euro. Sin phi euro, est-ce que c'est le cas? Oui, oui, c'est bien le cas. Sin phi euro, plus donc, et plus euro, plus cos phi. Phi. Ok. Si ça, c'est pas clair, faites-le sur le papier. Rappelez-vous, l'angle entre le vecteur que vous essayez de projeter et le vecteur unitaire, donc le vecteur unitaire qui touche l'angle va prendre le cosinus. Et après, le plus et le moins, vous simplement vous reconstruisez par l'orientation. Donc là, c'est y2, je veux projeter dans le repère en vert. Donc je me balade le long du premier vecteur unitaire que je prends, e phi. Voilà, je suis en plus cos. Et après, je vais par là, donc je suis bien en plus euro. Après, je réarrange simplement parce que je déclare toujours euro avant e phi, et après, je déclare ez. Là, c'est dans le plan, donc ez, on s'en moque, et on remarquera que ez est égal à y3. Si ce n'était pas clair pour vous, vous voyez, y3 orthogonal au plan de rotation, bah, ez aussi. Voilà. Maintenant, y3, on remarquera aussi que, y1 est collinaire et opposé à e3. Donc ici, ma vitesse angulaire, je peux la réécrire comme moins θ point y1. D'accord? y1, e3. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, je vous lance la grande formule. Ça, c'est la formule qui relie l'accélération absolue et relative de votre point P. Et en fait, ce qui est assez beau, c'est que la deuxième loi de Newton, donc je vous l'ai dit, elle répond à l'accélération absolue. La somme des forces extérieures est égale à la masse fois l'accélération absolue du point P. Donc, si vous multipliez ça par la masse, ce terme-là, m fois AA de P, donc l'accélération absolue du P, c'est égal à la somme des forces extérieures agissant sur le point P. Maintenant, ce terme-là, il se décompose en l'accélération absolue de A, plus l'accélération relative de P, plus 2 oméga cross VR de P, plus oméga cross AP, plus oméga point cross AP. Alors maintenant, je vais les expliquer un à un. Juste avant, rappelez-vous, si vous multipliez toute cette équation par m, comment l'utiliser? Ben là, vous aurez la somme des forces extérieures. Donc ici, vous remplacerez par la somme des forces extérieures. Et à droite, vous devrez remplacer par tous les termes que vous avez calculés. Et c'est ce qu'on va faire. Donc ne vous mixez pas. Puis n'allez pas me dire que la masse fois l'accélération relative de P est égale à la somme des forces extérieures. C'est faux. Ce serait la somme des forces extérieures moins tous ces termes-là multipliés par la masse. Et là, ce serait ce qu'on appelle des forces d'inertie. On va voir cette approche lorsqu'on va traiter du jet d'eau de Genève dont on étudie justement la déviation dans le référentiel relatif qu'est la Terre. Mais là, on va raisonner comme je viens de le faire. Donc d'abord, on va définir chacune des accélérations. Donc ça, c'est l'accélération absolue de A. C'est assez clair, c'est l'accélération du point A dans le référentiel absolu. L'accélération relative de P, c'est l'accélération de P dans le référentiel relatif. 2 oméga cross VR de P, c'est ce qu'on appelle l'accélération de Coriolis. Oméga cross AP, donc vous calculez d'abord le oméga cross AP et vous refaites un oméga cross AP. Ça, c'est caractéristique d'une accélération centripète, et c'est comme ça qu'elle s'appelle. Et là, on a oméga point cross AP. Donc ça, en fait, c'est l'accélération angulaire qui vient prendre en produit vectoriel notre vecteur position. Donc c'est un terme d'accélération qui vient si vous avez une accélération angulaire. Et si je ne me trompe pas, ce terme-là et ce terme-là sont toutes prises dans ce qu'on appelle l'accélération d'entraînement. Bref, juste pour que vous sachiez. Déjà, on va simplifier un peu la vie, enfin, tant qu'on peut. Ce terme-là est nul parce que notre vitesse angulaire est constante. D'accord ? Sa norme ne change pas et sa direction non plus. Maintenant, donc l'accélération absolue de A, comment on va la calculer? Le point A, il faut voir ce qu'il fait en fait. On peut dire que c'est vraiment, c'est un point de vue référentiel relatif. Donc c'est l'accélération, c'est l'accélération du point A qui appartient au référentiel relatif. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire le point A? Il est en train de tourner avec un rayon R constant et une vitesse angulaire constante. Donc tout ce qu'il subit, c'est une accélération centripète. Il est en mouvement circulaire uniforme en fait, notre point A. Donc là, si on utilise les vecteurs qu'on a, on va se rendre compte que pour pointer vers le centre, en fait, celui qui est radial ici, c'est Y2, d'accord? Donc celui qui serait le long du rayon
de cette trajectoire circulaire, c'est y2, donc l'accélération centripète va pointer dans le sens opposé à y2. Donc on va avoir moins, donc vous connaissez la formule, hein, moins, donc là notre oméga il est égal à θ point, donc je vais écrire ça directement, moins θ point carré, donc c'est la norme, hein, je veux dire, fois le rayon R, le tout multiplié par le vecteur unitaire y2. Maintenant, ici, j'ai redéfini y2 dans le référentiel, j'ai redéfini y2 projeté dans le repère cylindrique. Donc je vais réécrire ça comme, alors je ne sais pas si j'aurai assez de place, mais on va essayer, je vais essayer juste en bas ici, moins θ point carré R, sin phi, euro, il est où mon euro? J'ai besoin de verre, voilà, euro. Donc là, je suis en train de reprendre l'expression de y2. Plus cos phi, e phi. Donc voilà, là j'ai l'accélération absolue de A, je suis content, j'ai au moins un des termes de cette grande formule. Maintenant, je vais définir VR de P. VR de P, c'est quoi? C'est la vitesse relative du point P. On a placé un repère cylindrique qui est défini par rapport au repère cartésien qui est fixé au référentiel relatif. Donc si vous voulez la vitesse relative, là, ou l'accélération relative de P, vous allez simplement chercher vos vitesses et accélérations pour les coordonnées cylindriques. Donc là, c'est vraiment utile de placer votre repère cylindrique. Donc VR de P, ça va être normalement, ça va être ρ point euro plus ρ phi point. Faites attention aux vitesses angulaires, là, c'est pas les mêmes. Hein. On ne parle pas de θ, là, on parle de l'angle phi qu'on a placé ici comme d'habitude, d'accord? Donc c'est ce phi point là, c'est cette vitesse angulaire là. N'allez pas la confondre avec θ point. Restez rigoureux à ce niveau-là. Et correct. Rho point, rho ne change pas parce que la longueur L du câble est constante, donc le rho point va partir. Le Z point part parce qu'on reste dans le plan de rotation. Donc tout ce qu'on a, c'est en fait L phi point fois E phi. Voilà. Ça, c'est notre vitesse simplifiée. Allez chercher dans vos formules, puis vous verrez que j'ai raison. Rho point vaut 0 et Z point vaut 0. Rho point est nul parce que rho est constant et Z point est nul parce que Z est constant. L'accélération relative de P, vous allez chercher dans votre formulaire, ce que je vais faire aussi maintenant. Donc là, je vais le faire pour l'accélération, parce que je ne m'en rappelle pas par cœur la formule d'accélération en coordonnées cylindriques. Alors, donc on a ρ point point qui ne va pas apparaître, mais on a moins ρ, donc on va avoir moins L, phi point au carré, euro, plus ρ phi point point. Elle n'allait pas me dire que phi point point est nul parce que l'accélération angulaire est nulle. Non, l'accélération angulaire du référentiel relatif, certes, est nulle, mais l'accélération angulaire du pendule n'est certainement pas nulle. Enfin, on ne sait pas, en tout cas. Vous ne pouvez pas dire maintenant que c'est nul. Donc, on va remplacer le ρ par L. Donc, on va avoir L phi point point plus le ρ point par. Donc, ça va être selon E phi. Et bien sûr, on n'aura pas de Z point point parce que notre Z est constant. Ouais, ça me paraît correct. Ok, bon, enfin, ce que j'aurais pu directement dériver, en fait, le terme était assez simple, j'aurais pu dériver immédiatement, mais bon, je n'ai pas voulu le faire. Ça m'arrange, parce que maintenant j'ai l'accélération relative de P et j'ai presque l'accélération de Coriolis. Je vais définir AP. AP, c'est quoi? C'est ça. AP, la longueur vaut L, le vecteur unitaire qui le génère, c'est euro. Du coup, on va avoir L, euro. La vitesse angulaire, j'avais déjà défini. Je vais juste aller voir s'il me reste assez de temps. Oui, ça devrait aller. La vitesse angulaire, j'ai défini comme moins θ point y1. Θ point y1. Or, je viens de redéfinir y1 dans le repère cylindrique. Du coup, je vais pouvoir écrire moins θ point fois cos phi euro moins sin phi e phi. Voilà. Donc là, je viens d'exprimer ma vitesse angulaire dans le repère cylindrique, puisque je vais en avoir besoin. Maintenant, je peux faire oméga cross AP. Eh bien, je le fais. C'est un produit vectoriel assez simple. On va avoir ça qui vient prendre moins θ point cos phi. Là, je vais écrire en blanc euro moins sin phi. J'écris le résultat avec les vecteurs unitaires ouverts après. E phi qui prend produit vectoriel L euro
Alors là, ça doit se distribuer, d'accord? Ça va se distribuer avec ça et ça va se distribuer avec ça. Euro, produit vectoriel euro va être nul. Du coup, tout ce qu'il y a, c'est moins θ point moins sin phi qui va donner θ point plus θ point fois sin phi qui prend E phi avec euro. E phi avec euro, le produit vectoriel, ça va être, on met notre main à droite le long de E phi, on rabat selon euro, on obtient moins EZ. Ça est égal à moins plus θ point sinus phi. Le vecteur unitaire, ça va être EZ. Mais, comme je vous ai dit, là on obtient moins EZ, donc au final on a quand même un moins ici. Je vérifie juste si c'est le cas. Normalement oui, hein, mais vu que je vais devoir faire beaucoup de calculs, je vais vérifier à nouveau. Alors moi j'avais pas rabattu sur ma feuille parce que j'avais pas de moins θ point. Pourquoi je ne l'ai pas mis? Je pense que j'ai dû faire une erreur. Lorsque j'ai posé mon repère, oui, j'ai simplement pas rabattu. J'ai dit θ E3, bah clairement j'ai fait une erreur parce que si on passe θ en Y1, il doit avoir un moins. Donc j'ai simplement oublié le moins sur la vitesse angulaire. Ok. Donc maintenant, ça c'est correct. On a bien moins θ point sin phi EZ. On va prendre ce terme-là maintenant. Donc je vous dis, vous faites le produit vectoriel. Dans la parenthèse, maintenant vous prenez encore un produit vectoriel avec la vitesse angulaire. Donc c'est parti. On va faire θ point moins θ point cos phi euro moins sin phi E phi qui prend produit vectoriel moins θ. Alors, il faut bien que je mette le signe du produit vectoriel moins θ point sin phi EZ. Ça va être égal. Je me permets d'écrire le signe égal ici parce que j'ai pas mal de calculs à faire. Je vais ramener le moins θ point sin θ tout devant qui va multiplier le θ point. Donc j'obtiens θ point au carré sinus θ. Et là, on va avoir justement cos phi euro moins sin phi E phi qui va prendre en produit vectoriel le vecteur unitaire EZ. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ramené les scalaires devant que je pouvais. Bien sûr, je ne sors pas ceux qui sont dans la parenthèse parce qu'ils vont devoir se distribuer chacun sur EZ. Euro EZ, ça va nous donner euro. Alors, hop, je vais ramener. Alors, ce serait bon si on ramène là. Euro EZ, ça va nous donner moins E phi. C'est un peu dur à faire. Et E phi EZ va nous donner plus euro. Du coup, ici, on a moins θ point carré sin θ cos phi. Donc euro, donc ça va être moins E phi. D'accord. Et ensuite, je vais distribuer moins sin θ, donc E phi EZ. E phi EZ va bien nous donner euro. E phi en produit vectoriel avec EZ. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est le deuxième, oui, c'est le cas. Donc là, on va avoir plus euro, mais on a un moins ici. Du coup, on va avoir moins θ point carré sin θ. Faites bien attention à mélanger les angles. Ici, on a du sin θ sin phi. Et tout ça en euros. Ce que je réécris comme moins θ point carré sin θ sin phi, parce que j'ai envie de mettre la composante phi selon euro en premier et celle selon E phi en deuxième. Donc là j'ai mon moins, là j'ai mon moins qui va devenir un plus si je ne me trompe pas, à moins que j'ai mis un moins de trop, parce que là j'avais θ point carré sin θ cos phi, je crois que j'ai mis un moins en trop ici. θ point carré sin θ cos phi, j'ai fait euro en produit vectoriel avec EZ, ça me donne moins E phi, j'ai déjà mis mon moins, j'ai pas besoin d'en mettre un autre. Moins θ point carré sin θ cos phi. Le tout multiplié par E phi. Donc là, je suis content. Je viens de trouver le terme d'accélération centripète. Eh bien, passons maintenant pour calculer l'accélération dite de Coriolis, 2 oméga cross VR de P. Mais là, donc peut-être en fait j'ai besoin de l'expression pour la vitesse angulaire. Je vais avoir moins θ point cos phi euro moins sin phi E phi qui prend un produit vectoriel. Donc VR de P, on avait dit que c'était la vitesse relative. Pour P, c'est L phi point euro. E phi. L phi point E phi, bien sûr. L phi point E phi. Donc maintenant, le produit vectoriel avec E phi va tomber.
Là, j'ai oublié le 2, donc je le mets. J'ai un 2 qui vient devant. Et là, je vais réécrire. Du coup, j'ai l'égalité, ça va me donner... Donc, E phi, ça tombe. Ce terme-là, en produit vectoriel, on s'en moque. Donc, on va avoir moins 2 θ point cos phi L phi point. Et on a le produit vectoriel de euro avec E phi, ce qui va nous donner du EZ. Ça va être égal à... L'accélération de Coriolis vaut donc moins 2 θ point phi point L cos phi, euro E phi, ça va bien nous donner, oui, EZ. C'est le cas. Donc ça, c'est l'accélération de Coriolis. Maintenant, je vais voir combien de temps j'ai. Oui, j'essaie de conclure donc assez vite. Maintenant, on va poser que la somme des forces extérieures est égale à la masse fois l'accélération absolue du point P. C'est ce que je vous ai écrit ici. Donc tout ce qu'on va faire, en fait, c'est on va écrire les forces à gauche. Donc c'est ce que je vous ai dit. Hein. On a multiplié cette équation par la masse. Donc tout à gauche, c'est les forces extérieures qu'on va mettre. Et tout à droite, c'est tout ce qu'on a trouvé. Et on va faire composante en composante, euro, phi, EZ. Donc selon euro, pour la force, on a du mg cos phi, du moins t, et ça va être égal. Alors on récupère maintenant tous les termes. Alors ici on a du moins L phi point carré, donc lui on le récupère. Ça on s'en moque, c'est ça. Et du coup on a du moins L phi point carré et on a du moins θ point carré qu'on va récupérer. Moins L phi point carré. Phi point carré euro. Et ici on va avoir du coup du moins θ point carré sin θ sin phi. Θ point carré sin θ sin phi. Et ça doit être multiplié par la masse bien sûr. C'est masse fois accélération égale force. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va récupérer les termes en EFI. Donc, on a du... Selon notre force en EFI, on a du moins mg sin... Non, on n'a pas de force selon EFI. On n'a pas de force selon EFI. Est-ce que c'est normal? Ou c'est moi qui ai mal écrit? Non, c'est pas normal. Ça, c'est mg... Là, c'est un phi. Du coup, on a bien moins mg sin phi. Qui doit être égal à. Ici, on récupère ce terme. Et j'ai oublié un terme ici pour l'accélération absolue de A que je vais rajouter. Donc on a L phi point point pour E phi. Donc on le multiplie par la masse. L phi point point. Je vais ajouter un terme là-bas qui vient de l'accélération absolue du point A. Donc c'était ça. Moins θ point carré R sin phi. Moins θ point carré R sin phi. Sin phi. Et on a le moins θ point carré R cos phi qui vient en phi. C'était bien ça. Hein. Ouais, c'est bon. Donc là, l'accélération absolue de A, elle est entièrement utilisée. L'accélération relative de P, elle est entièrement utilisée. Notre accélération de Coriolis va venir en EZ. Là, il nous faut simplement le terme moins θ point carré sin θ cos phi. Pour l'accélération centripète cos phi. Et là, on multiplie tout ça par m. Enfin, ici, qu'est-ce qu'on a? On a notre force. Je vous ai dit, d'astreinte, on a besoin d'une n qui va être égale à l'accélération de Coriolis. C'est notre seul terme en EZ. Moins de θ point phi point L cos phi. Le tout multiplié par, bien sûr, la masse. Et là, ça devrait être bon. Multiplié par la masse. Donc là, on vient d'appliquer notre seconde loi de Newton. Bien sûr, elle répond toujours au référentiel absolu. Donc la somme des forces extérieures est égale à la masse fois l'accélération absolue de votre système, du point P, de la particule P qui est le pendule ici, de masse m. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train d'exprimer, du coup, on reprend cette formule-là, qui relie accélération
absolue et relative de votre point P. Et on multiplie par la masse. Du coup, quand on va avoir masse fois accélération absolue de P, ici, on va avoir la somme des forces extérieures. Après, ici, on va avoir la masse fois tous ces termes qu'on a calculés. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va égaliser, du coup, on va avoir les forces ici, qu'on va égaliser à ça. Et rappelez-vous, enfin, pas là, en tout, si on ajoute tout ça, ça va être un vecteur. Deux vecteurs sont égaux si et seulement si leurs composantes sont égales. Donc on va créer trois équations selon E rho, E phi, E z, où on va écrire à gauche les forces et à droite tous les termes qu'on a calculés. Donc maintenant, moi, ce que je suis en train de regarder, c'est si j'ai rabattu les termes, les différents termes, je suis allé les récupérer par rapport au développement qu'on a fait. Et je vérifie. Mais je crois que j'ai dû faire une erreur sur certaines choses parce que ici, j'ai pas de l'accélération. Vous voyez, il me manque des mètres. Il me manque des mètres. Ici, il me manque des mètres. Donc j'ai dû oublier en fait. J'ai dû oublier de prendre la distance, enfin la longueur L dans mes calculs. Ici, oui, voilà. L'erreur, elle vient de là. Donc j'éditerai dans la vidéo. Ici, il faut un L. D'accord? Ce L-là, je l'avais oublié. Pareil, ici, il y avait un L que je vais reprendre, par exemple, ici. Je vais reprendre ici. Et je vais reprendre ici et ici. Donc, c'était le L qui était lié à P. Maintenant, ici, si je regarde, il ne me semble pas que j'ai oublié ici, j'ai mon R, donc ça devrait être bon. Ça devrait être bon. Il me semble que c'est correct. Donc là, les termes qui manquaient, alors L, c'était celui-ci et celui-ci. Voilà, maintenant je les ai. Donc là, j'ai bien des accélérations. Maintenant, je vais voir si c'est correct par rapport à ce que j'ai fait moi-même. Alors, je vais récupérer ma feuille. Oui, ça m'a l'air d'être correct. Moins M. Donc j'ai du ML phi point, donc L phi point, oui. Sin θ cos, oui. Le R, oui aussi je l'ai. L θ point carré. Donc là je vais avoir du sin phi cos, ouais, oui. Alors j'ai un peu, ok. Donc c'est du sin θ sin phi. Sin phi, oui. Ouais, ça va être bon. Ouais. Oui, ça me paraît correct. Maintenant, ce que je vous ai dit, juste vis-à-vis de quoi je ne suis pas à l'abri, c'est peut-être une erreur de signe. Mais les termes, je suis assez confiant que ce que j'ai fait là est correct. C'est peut-être une question, parce que là, sur ma feuille, je sais que j'ai fait une erreur, mais je retrouve les mêmes signes. C'est-à-dire que j'ai dû faire sûrement l'erreur deux fois de suite. Oui, si j'ai fait une erreur de signe, mais il ne me semble pas. J'ai bien vérifié vis-à-vis de la vitesse angulaire du camion, donc du référentiel relatif par rapport au référentiel absolu. Donc voilà, là, vous avez établi vos équations du mouvement. Et vous voyez que pour maintenir votre pendule dans le plan, qui est le plan arrière du camion, vous avez besoin d'une force d'astreinte, vous voyez, qui dépend de la vitesse angulaire du pendule, qui dépend donc dans le référentiel relatif, qui dépend aussi de la vitesse angulaire du camion par rapport au référentiel absolu. Puis voilà, donc vous avez pu établir les équations de mouvement. C'était calculatoire, mais c'était pas dur en tant que concept. Conceptuellement, c'était pas dur. Enfin, moi, je considère pas que c'est dur conceptuellement. C'est calculatoire, mais une fois que vous le maîtrisez, si vous vous l'appliquez avec rigueur, vous pourrez faire ce genre d'exercice. Ça ira très bien. Enfin, vous allez le faire. Donc rappelez-vous de ça, hein, c'est surtout cette formule. Moi je me souviens quand j'avais vu la première fois, ce dont j'avais de la peine c'était lorsque je fais masse fois accélération pour P, est-ce que je choisis ça ou ça pour l'égaliser à la somme des forces extérieures? C'est l'accélération absolue de P qui est égale à la somme des forces extérieures. Et quand j'ai force extérieure, on ne parle pas des forces d'inertie. Les forces d'inertie justement, elles viennent de termes qui sont multipliés ici par la masse. Donc là, quand vous posez ça, vous multipliez tout par la masse, c'est bien ici la somme des forces extérieures. Donc votre tension du câble, poids, tout ce que vous pouvez vraiment voir, mesurer, d'accord? Pas des choses qui, comme je l'ai dit, vous êtes dans une voiture, elle prend un virage sur la droite, vous êtes projeté à gauche. Si vous avez un mouvement accéléré sur la gauche, c'est-à-dire qu'une force agit sur vous. Or, dans le référentiel de la voiture, enfin, si vous regardez, il n'y a pas de force à proprement parler qui agit sur vous. Ce qui s'est passé, c'est que le référentiel est accéléré. Donc ça, c'est justement dû à ce terme-là. Et si on les rabat de l'autre côté, qu'on écrit masse fois l'accélération relative de P, on obtient la somme des forces extérieures moins la masse fois ça, moins la masse fois ça, moins la masse fois ça, moins la masse fois ça. Et ces termes-là, multipliés par la masse, c'est ce qu'on appelle les forces d'inertie. On verra ça un peu plus en détail sur la dynamique terrestre lorsqu'on va étudier la déviation justement du jet d'eau de Genève due à la rotation de la Terre. Voilà, j'espère que je vous laisse reprendre. Donc ça, c'était calculatoire. Encore une fois, je vais revérifier. Je ne suis pas à l'abri d'une erreur de signe. J'espère que ce n'est pas le cas.
Et que ce que je vous ai donné donc est correct. Tout ce que j'aurais besoin de faire, c'est éditer justement sur ces L qui manquent. Et on pouvait le voir justement par analyse dimensionnelle. Là, c'est des termes d'accélération. À l'intérieur, ils doivent tous être en mètres par seconde au carré. Ce qui est le cas ici, même ici, hein, par seconde au carré fois mètre. Les cosinus, sinus, ça n'a pas d'unité. Voilà. Bon, bah merci d'avoir suivi jusque-là. Je vous souhaite beaucoup de courage dans vos travaux, surtout avec le référentiel relatif, maintenant qu'on l'a abordé. C'est assez intéressant en tout cas de faire de la dynamique en traitant les référentiels relatifs. Je vous retrouve, j'espère, pour la dynamique terrestre. Sur ce, merci et à bientôt.